Bonjour à tous. La politique extérieure des États-Unis est depuis l'arrivée de Trump au pouvoir exclusivement guidée par la défense des intérêts américains. L'interventionnisme libéral, la promotion des valeurs des droits de l'homme, la volonté d'instituer une communauté internationale des normes conformes aux principes démocratiques, le leadership et la défense des alliés, tout ce qui a caractérisé finalement l'action des États-Unis sur la scène mondiale dans ses bons comme dans ses mauvais moments, depuis la Seconde Guerre mondiale, est remarquablement absent de la rhétorique trumpienne. Pour l'Europe, ce changement représente un défi majeur. La relation transatlantique a eu ses hauts et ses bas, mais son fondement n'a jamais été jusqu'ici remis en cause comme il l'est aujourd'hui. Pour l'Union européenne, la relation avec les États-Unis est existentielle, en termes de communauté de valeurs, de système politique, mais aussi d'alliances militaires et diplomatiques et enfin d'échanges économiques. Ce que lui réserve donc l'administration de Trump est une question capitale. Dès lors, la seule réponse possible à ce changement semble être celui de l'unité. Alors les États membres de l'Union européenne sauront-ils s'organiser pour aller vers une autonomie stratégique et quels en seraient les moyens et obstacles? Pour répondre à toutes ces interrogations, nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui avec nous Pascal Boniface. Pascal Boniface, qui est directeur de l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques, et aussi enseignant à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8. Je vous laisserai donc écouter Pascal Boniface. Merci, bonjour à tous. Merci à GEM de m'inviter pour ce festival de géopolitique dont l'importance va croissante chaque année. C'est vraiment très impressionnant de voir la multitude de débats très divers, de conférenciers et de publics. Donc merci à Jean-François Fiorinet et à Jean-Marc Huissou de leur invitation. L'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis était un peu un coup de tonnerre, notamment pour ceux qui croient dans le maintien et la nécessité d'une alliance forte entre les deux rives de l'Atlantique. On peut dire que comme c'est certainement les milieux atlantistes qui ont été les plus inquiétés par le discours tout à fait hétérodoxe que Donald Trump tenait comme candidat et par un comportement tout aussi hétérodoxe qu'il a conservé comme président. Ça a été pour les milieux atlantistes un peu le même choc que lorsque Gorbatchev est arrivé au pouvoir en Union soviétique. Ce sont les staliniens qui ont été les plus déboussolés parce qu'ils avaient une habitude d'un pouvoir fort et tout d'un coup le pouvoir devenait ouvert et cela venait troubler les staliniens. Et donc les atlantistes ont été troublés de la même façon dans les milieux atlantistes s'ils ne s'attendaient pas à cela et personne n'a vraiment vu venir la victoire de Trump, les forces populaires qu'il représentait, et donc on n'a pas vu venir ce changement fondamental dans la politique américaine. Mais ce changement fondamental n'est pas réellement en fait un changement aussi fondamental que cela, et on peut dire que Trump pousse les limites de certains aspects de la politique américaine, mais qu'il ne les a pas inventés. Et la conception qu'il a des relations avec les autres pays diffère bien sûr de celle que pouvaient avoir Barack Obama ou Bill Clinton, mais n'est pas non plus diffère en fait sur l'ampleur, pas tellement sur la nature même des relations. Il diffère plus sur les formes qu'elles prennent que sur la conception même que doivent avoir ces relations. Nous sommes, nous, Européens, dépendants des États-Unis en matière stratégique. Cette dépendance a des racines historiques anciennes. Le problème fondamental, c'est que ces racines historiques n'ont changé, que les circonstances ont changé, mais que nous gardons cette dépendance et que nous n'avons pas changé notre conception du monde, alors que le monde, lui, a profondément changé. Nous sommes encore un peu comme si la guerre froide devait régir les relations internationales, alors qu'elle est terminée depuis plus de 30 ans. Mais nous avons, et notamment sur la conception des relations transatlantiques, la même conception parce que nous sommes prisonniers d'une mentalité qui a été forgée par les ans. Dans son livre Homo Deus, Yuval Harari met en scène un jeune noble anglais qui, au début du XIIIe siècle, doit partir aux croisades. Pour John, il est bien sûr tout à fait normal de partir aux croisades parce que son grand-père y est mort et que l'âme de son grand-père est montée directement au ciel puisqu'il est mort en croisade. Et puis, finalement, il y a son portrait dans le château et les vitraux de l'église où il va chaque dimanche sont pleins de scènes où l'on voit des Sarrasins être écrasés lors des croisades précédentes par de preux chevaliers.
que les ménestrels qui passent régulièrement dans le château chantent les exploits des croisés qui sont venus auxir ces gens-là lointains, que son père le félicite de partir et lui dit que si sa santé lui permettait, il en ferait de même, que le baron d'en face, qui est son ennemi traditionnel, prend son cheval pour venir au galop le féliciter de partir en croisade, que le prêtre, qui est l'homme le plus savant, le plus intelligent qu'il connaisse, lui répète qu'il n'est pas de salut en dehors de l'Église catholique et que partir aux croisades est une mission sacrée, que les filles, les plus belles filles du village, chantent ses louanges parce qu'il part en croisade, et que, chemin faisant, il rencontre d'autres chevaliers qui partent également en croisade, et sortis d'Angleterre, des chevaliers d'autres pays partent également en croisade. Comment John ne serait pas parti en croisade? Parce que, écrit Harari, il est pris dans la toile civilisationnelle médiévale. Nous sommes, nous, pris dans la toile civilisationnelle occidentale. Nous pensons en termes occidentaux parce que, depuis le sortir de la Seconde Guerre mondiale, nous avons été habitués à penser ainsi et qu'il est difficile de penser d'un conditionnement qui est un conditionnement soft, qui n'est pas une propagande de la nature de celle qui existait en Union soviétique ou en Chine du temps du communisme, qui est une conviction à laquelle on adhère de façon dite naturelle, même si elle n'est pas aussi naturelle que cela, mais le fait de dire que nous serions autre chose que les Occidentaux, eh bien, n'est pas concevable. Et il est de bon temps d'opposer nos sociétés occidentales avec les autres qui n'ont pas les mêmes valeurs. Et ça, c'est le fruit d'années et d'années de conditionnements idéologiques qui sont d'autant plus puissants qu'ils sont invisibles, qui sont d'autant plus forts qu'on ne les sent pas venir, mais qu'à force de films, de chansons, de discussions, de formations, eh bien, nous nous sentons profondément occidentaux. Cette dépendance stratégique, elle est née au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les Occidentaux n'avaient pas le choix. Qu'ils soient vainqueurs ou vaincus de la guerre, de l'Allemagne qui était entièrement détruite, à la Grande-Bretagne qui avait le prestige d'avoir été le seul pays qui avait combattu Hitler du début à la fin de la guerre, eh bien si cette différence de prestige existait, quant aux infrastructures, quant aux problèmes de ravitaillement, ils étaient très comparables. Et donc l'Europe, par rapport à une menace soviétique avérée, réelle, puisque Staline avait mis en garde en disant que cette guerre, la Seconde Guerre mondiale, n'était pas une guerre comme les autres, que chacun avançait son armée aussi loin que possible et que chacun imposait son régime là où son armée était présente, les pays occidentaux, tous détruits, n'avaient pas d'autre solution que de remettre les clés de leur sécurité aux États-Unis. Et les États-Unis ont fait une révolution stratégique fondamentale puisqu'ils ont abandonné l'isolationnisme qui, par ailleurs, ne les avait pas protégés de la Seconde Guerre mondiale. C'est pendant une période isolationniste qu'ils ont été attaqués à Pearl Harbor et qu'ils se sont lancés dans la Seconde Guerre mondiale par réaction, pas par volonté première. Et puis, surtout, c'est que, en dehors du régime communiste qui était un défi politique pour les États-Unis, la taille de l'Union soviétique était un défi stratégique en tant que tel, parce qu'en dehors des critères politiques, les États-Unis ne pouvaient pas accepter qu'un pays seul contrôle l'ensemble du continent eurasiatique. Et que Kissinger l'a maintes fois répété, au-delà de la nature communiste du régime soviétique a été finalement quelque chose qui a permis de cacher la nécessité géopolitique de contrer l'URSS. Mais si l'URSS avait été un pays d'une nature différente, d'un régime différent, les États-Unis avaient quand même intérêt qu'elle ne contrôle pas l'ensemble de l'Europe. Et donc la création de l'OTAN a été à la fois un bienfait pour les Européens parce qu'elle les a protégés, mais en même temps n'était pas un cadeau fait aux Européens. Les Américains défendaient leur intérêt national en prenant, pour reprendre la formule de Truman, la tête du monde libre. Parce que c'était leur objectif, leur intérêt, de ne pas laisser un pays avoir le Heartland et dominer du coup l'île mondiale et l'ensemble du monde. Mais c'était donc finalement un double bénéfice. Les États-Unis avaient besoin que l'Europe occidentale soit debout pour que l'URSS ne s'y installe pas, et les pays d'Europe occidentale avaient besoin des États-Unis pour ne pas tomber, comme l'avaient fait les pays qui étaient à l'est du rideau de fer, sous le joug peu amène de l'Union soviétique. Et donc, cette dépendance était bienvenue, chaleureuse et consentie.
Les choses ont évolué, notamment grâce aux Américains. Le plan Marshall a été à la fois un mélange d'habilité, de générosité et de conception bien comprise de leurs intérêts. En tous les cas, il a permis à l'Europe occidentale de se relever et d'être, dans les années 60, dans une situation économique bien meilleure que celle des pays qui étaient, encore une fois, à l'est du rideau de fer. Et à ce moment, dans les années 60, ils auraient pu dire, voilà, nous sommes reconstruits, eh bien, nous pouvons assurer nous-mêmes notre sécurité. C'est ce que De Gaulle leur a demandé, lorsque De Gaulle est arrivé au pouvoir. Et c'est ce qu'un sénateur Mansfield, peut-être un lointain prédécesseur de Donald Trump, voulait également en disant « Si les Européens ne font pas plus de burden sharing, ne partagent plus le fardeau de la défense, nous rapatrions les troupes ». Et le sénateur Mansfield, chaque année, dans les années 60, déposait un amendement qui portait son nom, demandant le rapatriement des troupes américaines si les Européens ne prenaient pas en charge leur défense. Donc vous voyez que les demandes de Trump ne sont pas tout à fait nouvelles. Mais les pays européens, eux, ne voulaient pas suivre De Gaulle, parce qu'ils pensaient que la menace soviétique était encore trop forte, parce qu'ils pensaient que la France n'avait pas les moyens de protéger le reste de l'Europe, parce que, comme l'avait signalé le chancelier Erhard, qui avait succédé à Adenauer, « Je préfère le gros boom américain au petit boom français », disait-il, en faisant bien sûr référence à la dissuasion nucléaire. Et les États-Unis, département d'État, Pentagone, Maison-Blanche, écartaient chaque année l'amendement Mansfield en disant « Nous ne sommes pas en Europe dans l'intérêt des Européens, nous sommes en Europe pour notre intérêt national. » Et pour combattre l'amendement Mansfield, au Sénat chaque année, il ressortait des arguments qu'il ne ressortirait pas aujourd'hui en disant « Non, 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 ne nous trompons pas, nous ne sommes pas là pour les Européens, on est là pour nous-mêmes. » Et d'ailleurs, il est normal qu'un pays pense à défendre ses intérêts. Et donc, alors qu'on aurait pu changer la donne, on est resté dans cette dépendance parce que c'est très difficile de sortir d'une dépendance. Et puis le deuxième tournant était bien sûr à la fin de la guerre froide, dans les années, fin des années 80, début des années 90, puisque, bizarrement, l'Alliance Atlantique qui avait été créée pour contrer la menace soviétique a survécu à la disparition de cette dernière. Historiquement, les alliances militaires ne peuvent pas survivre à la disparition des menaces qui ont suscité leur création. Non seulement l'OTAN a survécu, mais il s'est même dynamisé, il s'est même élargi, il a même multiplié son organisme et sa taille et sa puissance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les pays de l'OTAN, et l'OTAN comme structure, parce que l'OTAN est une structure qui a une vie propre et des gens qui défendent les intérêts de l'OTAN, qui s'y sentent plutôt bien d'ailleurs et qui n'ont pas envie que l'on ferme la maison. En fait, l'OTAN comme structure et les États-Unis comme finalement mastermind de l'OTAN. L'OTAN comme structure s'est retrouvée avec la disparition de l'Union soviétique, confrontée un peu à la situation d'un industriel dont le produit, quel qu'il soit, n'aurait plus les faveurs du marché, parce qu'il ne correspondrait plus aux besoins du marché. Que peut faire cet industriel dans de telles circonstances ? Il peut fermer boutique en disant, voilà, la vie est longue, je ferai autre chose, et donc je ferme mon usine qui fabrique ce produit que le marché, que le public n'a plus envie, n'a plus d'intérêt pour. Ce que l'OTAN, évidemment, n'a pas choisi de faire. Il peut faire quoi ? Il peut élargir et diversifier sa production, et il peut tuer la concurrence pour, sur un marché en réduction, occuper un espace plus grand. C'est ce qu'a fait l'OTAN. L'OTAN a diversifié sa production. Le produit OTAN, c'était défense territoriale des pays membres. L'OTAN a fait contact avec les pays de l'Est, relations avec les pays du Golfe, avec les pays arabes, missions au Japon, etc., etc. L'OTAN a multiplié les missions pour diversifier ses lignes de production. Et puis l'OTAN a également élargi, accepté les pays qui étaient du pacte de Varsovie. La France, qui en était sortie en claquant la porte, y est rentrée, non pas en catimini, de façon assumée par le président Sarkozy. Donc les anciens ennemis sont devenus membres, et celui qui était l'élève un peu indocile, je sais qu'il n'y en a pas ici, eh bien, est rentré dans le rang et est devenu membre à part pleine et entière. Et l'autre chose qu'a fait l'OTAN, c'est tuer la concurrence. L'Union de l'Europe occidentale, qui était le seul organisme européen compétent en matière de défense, a fermé. L'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, organisation pan-européenne avec le Canada et les États-Unis, qui aurait dû jouer un peu au niveau pan-européen le rôle que joue l'Union africaine au niveau africain, où n'a pas pris son envol. Et l'ONU, dont on espérait
après la guerre du Golfe de 90, parce que pour la première fois, l'ONU avait acté en faveur de la sécurité collective, comme les rédacteurs de la charte l'avaient prévu. Eh bien, l'ONU, après ce succès dans la guerre du Golfe de 90, qui a été non pas une guerre du monde occidental contre un pays arabe, mais une guerre du monde entier, de la communauté internationale, avec le soutien de l'Union soviétique et de nombreux pays arabes, contre un État qui avait violé le droit international, l'ONU, finalement, n'a pas pu renouveler cet exploit et ensuite a de nouveau été bridé par le droit de veto. Et donc, finalement, l'OTAN a survécu. Comment expliquer cela? Eh bien, en fait, nous, Européens, nous avons une dépendance stratégique à l'égard de l'Europe et eh bien, la dépendance, qu'il s'agisse de la nicotine, du crack ou du chocolat blanc, c'est toujours très difficile d'en sortir. Et nous sommes habitués culturellement à cette dépendance et eh bien, nous n'avons pas la même conception parce que les Américains ont réussi à nous faire croire que nous avons encore besoin de leur protection. Et finalement, ils se sont bien débrouillés puisque Mitterrand, au sommet de l'OTAN de 1991, avait mis en garde contre les dangers d'un élargissement de l'OTAN en disant, et il avait mis une note manuscrite que je publie dans mon livre Requiem à Jean Musitelli en disant « Attention, si on élargit l'OTAN, la Russie va se crisper ». Mais on a élargi l'OTAN et la Russie s'est crispée. Mais comme la Russie s'est crispée, il faut renforcer l'OTAN par rapport à la menace russe. Donc vous continuez à entretenir une menace qui justifie votre maintien. On est resté dépendant de l'OTAN parce que cette dépendance est un peu ancrée dans notre ADN et que même si on n'en a plus besoin, on est finalement dans cette toile civilisationnelle occidentale, à l'instar de la toile civilisationnelle médiévale que Harari décrit, qui nous empêche de penser que l'on peut faire sans les États-Unis. En France, on a un peu l'habitude de le faire. On n'a pas du tout cela dans les restes des pays européens, parce que pour un militaire allemand, par exemple, un militaire allemand, sa carrière dans l'armée allemande, c'est pas grand-chose. Les postes importants, c'est à l'OTAN. C'est là qu'il y a les grands terrains de manœuvre, qu'il y a les meilleurs équipements, qu'il y a des collègues qui viennent de toutes les nationalités. C'est là qu'on peut vraiment s'éclater à faire des plans, etc., qu'il y a tous les moyens. Il n'a pas envie de revenir comme un soldat allemand. C'est à l'OTAN, et à force d'aller finalement dans ce milieu-là, il se la crée un bain amniotique qui empêche d'aller autrement. Le fait que la France réintègre l'OTAN n'est pas en tant que tel l'abandon de la souveraineté. Finalement, l'Allemagne a été contre la guerre d'Irak en 2003, comme la Turquie d'ailleurs, alors qu'elle était membre intégré dans l'OTAN. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous avons plus de soldats nous avons plus, d'officiers français à l'état-major de l'OTAN qu'il n'y en a à l'état-major des armées. Et que ceci crée des références culturelles. Parce qu'une fois encore, quand toute la journée, vous êtes avec des soldats de l'OTAN, que vous petit déjeunez autant, que vous déjeunez autant, que vous faites une pause café autant, et que le soir, vous allez dîner chez des collègues de l'OTAN, eh ben, il y a assez peu de chances que vous ayez une vision de l'autonomie stratégique et que vous ayez un sentiment, disons, de défiance par rapport aux États-Unis. Et puis, on parle beaucoup des réseaux russes en France, on ne se rend pas compte de l'importance du soft power américain. Dès 1946, nous signons les accords Bloom-Burns qui autorisent l'accès libre et plein de droits des films américains en France. Et le cinéma américain joue un rôle dans l'influence par rapport aux esprits extrêmement important. Si le McCarthyisme, Eugène McCarthy a fait le ménage à Hollywood, il ne l'a pas fait chez les marchands de tabac ou chez les plombiers zingueurs. C'est bien parce qu'il pensait qu'Hollywood avait une marque importante sur les esprits qu'il fallait faire la chasse aux sorcières à Hollywood. Et donc l'accès libre des critères américains de culture, d'entertainment, de loisirs était extrêmement important et nous a toujours influencés. Lorsque De Gaulle quitte l'OTAN en 1966, Michel Sardou, alors je fais une référence que les plus jeunes d'entre nous ne peuvent pas connaître, Michel Sardou a une chanson qui s'appelle « Les Ricains » et qui dit « Si les Ricains n'étaient pas là, nous serions tous en Germanie ». Donc, grosso modo, que pensent tous ceux qui écoutent cette chanson? Que De Gaulle est un ingrat. Parce que sans les Américains, nous ne serions pas libres. Ce sont les Américains qui nous ont libérés du nazisme. Et que cet ingrat de Gaulle chasse les Américains de France alors qu'ils ont payé du prix du sang la libération de la France. Et que la guerre du Vietnam, eh bien, finalement, ce n'est pas si important que cela. Si on avait dit à Michel Sardou qu'il faisait de la géopolitique, il serait tombé de sa chaise. Lui, il fait de la chanson.
Et pourtant, pour tous ceux qui écoutaient cela, c'était une mise en cause aussi puissante, parce qu'indirecte, de la politique internationale du général de Gaulle. Quand on regarde les circuits de pensée aux États-Unis, où se situent les grands think tanks, où se situent les universités, où se situent les revues. Et même si maintenant il y a plus de concurrence, mais pendant très longtemps, toute la guerre froide, c'est la guerre froide, les grandes références étaient américaines. Le programme d'invitation Young European Leader, Jemard Marshall Fund, etc., fait que vous êtes invité, on vous présente les sociétés américaines. Elle est contradictoire, vous avez le droit de ne pas être d'accord, c'est formidable, mais du coup, vous êtes naturellement attiré par un mode de pensée américain. Et dans le domaine des affaires stratégiques, eh bien, la Mecque, Rome, c'est Washington, c'est New York. C'est là que se situent les grands courants de pensée, et c'est avec cela qu'il faut s'accorder si l'on veut exister. Et pour un Français qui travaille sur les questions stratégiques, le fait d'être reconnu et intégré aux États-Unis est une reconnaissance suprême qui est finalement le sauf-conduit et qui fait que l'on est intégré dans la grande famille. Il y a une sorte d'aspect un peu de sentiment d'infériorité par rapport aux think tanks et aux penseurs américains qui fait que lorsque vous êtes accepté par eux, vous êtes reconnaissant. Après la fin de la guerre froide, l'OTAN, qui organise de nombreuses conférences, l'OTAN à la croisée des chemins, ça fait au moins 5 décennies que ce thème est traité plusieurs fois par semaine. Les universitaires et académiques des pays de l'Est étaient invités. Jusqu'ici, ils avaient le droit d'être d'accord avec ce que disait l'expert soviétique dans les réunions et de ne pas trop s'écarter du discours qu'ils avaient transmis à leur patron avant de pouvoir venir le prononcer dans un pays étranger s'ils avaient la chance de pouvoir sortir. Tout d'un coup, ils peuvent partir n'importe où, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, et en plus, ils ont un per diem donné par l'OTAN. Comment voulez-vous qu'ils ne deviennent pas atlantistes dans ces conditions? Et donc la machine à influencer, la machine à penser américaine fait que nous sommes complètement infiltrés. Régis Debray a écrit de nombreux ouvrages sur ce thème. Il a un style tout à fait à lui, mais la réalité des choses est bien celle-là. Et donc l'influence des États-Unis sur nos modes de pensée, sur nos modes culturels et surtout sur notre façon de concevoir stratégiquement le monde est forte. Elle est d'autant plus forte qu'elle s'exerce de façon invisible. Dans la série 24 heures, toutes les séries américaines sont extrêmement intéressantes, mais dans la série 24 heures, Jack Bauer torture un prisonnier pour obtenir un renseignement afin d'éviter un attentat. Si vous êtes tranquillement chez vous en train de regarder la série, vous avez de la sympathie parce que vous vous mettez bien sûr en phase avec le héros de la série. Et puis vous dites, oui, bien sûr, c'est pas bien de torturer, mais quand même, il va éviter de nombreux morts, et donc au total, c'est mieux. Si George Bush était venu à la tribune de l'ONU en défendant la torture au nom de la sécurité, il aurait été hué. Mais qu'une série américaine ou un film américain et le nombre de blockbusters qui nous décrivent le terrorisme musulman, etc., si un blockbuster américain le fait, eh bien, on se sent en pris, et cette influence douce est en fait très forte. Après 2003, de nombreux films sortis des États-Unis mettaient tous en scène dans le rôle du bad guy un Français pour prix à payer du refus de la guerre d'Irak, en mettant un Français qui était lâche, couard, pas fiable, traître. Et je pourrais citer de films de ce sorte Rush Hour 3, Zorro, Johnny English ou Taken. Donc ceci crée vraiment une influence dont il est difficile de sortir de cette toile civilisationnelle. Et quelque part, Trump nous rend service. Quelque part, Trump, finalement, vient secouer cette toile. Trump, finalement, c'est un peu comme si un nouveau pape, un nouveau Borgia devenait pape et racontait que l'évangile, c'est des foutaises. On se dirait quoi? Certains remettraient leur foi en cause. D'autres se diraient, bon, c'est un mauvais pape, le prochain sera meilleur, etc. Et c'est un peu ce genre de réaction que nous avons par rapport à Trump. Certains peuvent dire, bon, au moins c'est clair, on n'a plus à croire à tout ça. D'autres vont dire, oui, bon, ok, c'est un mauvais moment à passer, on essaye d'éviter le plus de coups possible, et puis un nouveau président viendra qui sera plus sympathique, plus souriant, et qui nous fera moins de mal. Mais c'est lourdement se tromper, parce que, Trump peut très bien être réélu en 2020, et donc nous serions en 2024. 2, pour ceux qui espèrent sa destitution, si c'est Mike Pence qui le remplace, il sera moins excessif
dans les tweets, mais tout aussi excessif dans sa politique. Parce que Trump représente en fait une structure lourde de la politique américaine. Et que, eh bien, on peut dire que peut-être que Obama et Clinton donnaient des clopes, et que Trump et Bush aussi à sa manière, eux, mettaient les menottes par rapport aux radiateurs. Et donc c'est un partage des rôles entre le good cop et le bad cop, mais finalement, les États-Unis veulent quand même rester le cop du monde, parce que lorsque Donald Trump dit « nous ne sommes plus le gendarme du monde », il dit cela, mais en même temps, il veut bien imposer sa loi d'airain, non pas militaire, mais économique. Et aujourd'hui, il vient de paraître l'entretien de Jean-François Farina avec le responsable d'Alstom qui a été en cause. Je vous conseille de le lire parce qu'on voit bien la réalité des choses, de la façon dont les Américains veulent, par des moyens de rétorsion économique, diriger nos économies. François Mitterrand avait dit que nous sommes en guerre économique avec les États-Unis, nous sommes alliés stratégiques, mais c'est un allié stratégique qui veut mettre la main, et qui, dans le cas d'Alstom, a mis la main sur un fleuron de l'industrie française sans que nous ne fassions rien. Et c'était pas avec Donald Trump, c'était avec Barack Obama. De même que l'amende de 9 milliards de dollars imposée à la BNP au nom de l'extraterritorialité des lois américaines, eh bien, ça a été fait sous Obama, comme les écoutes de la NSA, du portable de Angela Merkel et de François Hollande. Et François Hollande, lorsqu'il a vu Obama, a dit quand même, vous exagérez, etc. Obama a dit, bon, les écoutes, on ne recommencera pas. Bon, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et sur les 9 milliards d'amendes, il a dit, c'est la justice, elle est indépendante, je n'y peux rien. Ce qui est une plaisanterie de garçon de bain. Donc nous sommes effectivement dans un système où l'unilatéralisme américain est quelque chose qui est inscrit dans leur ADN parce que ça correspond, un, à la vision qu'ils ont d'eux-mêmes depuis la destinée manifeste, deux, à l'état de leur puissance, et également à la crainte de perdre cette puissance par rapport à d'autres. Et donc on voit finalement que Donald Trump, c'est une sorte de rétraction. Il partage avec Obama l'idée que les Américains ne veulent plus intervenir urbi et orbi pour régler de façon militaire les choses, mais en même temps, il veut continuer à imposer. Et ce qui s'est passé sur le deal nucléaire iranien est certainement la plus grave attaque à notre souveraineté, qui a été faite par aucun président américain et par aucun dirigeant dans le monde. Que Donald Trump veuille détruire l'accord nucléaire américain signé au bout de 12 ans de négociations le 14 juillet 2015 est déjà regrettable. Parce que cet accord, donc négocié de longue date, et que Laurent Fabius avait durci les termes pour être sûr qu'il soit un accord ferme et solide, cet accord évitait deux perspectives catastrophiques, un Iran doté d'armes nucléaires ou une intervention militaire pour empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. Ceux qui ont aimé la guerre d'Irak adoreraient la guerre d'Iran, mais je pense qu'il est préférable de ne pas renouveler cet exploit. Et donc, c'est déjà grave en tant que tel, tout ça parce qu'il veut défaire tout ce qu'a fait Obama, qu'il déteste l'Iran, que ses électeurs détestent encore plus l'Iran, et qu'il veut faire plaisir à Tel Aviv et à Riyad. Mais il y a plus grave, il y a beaucoup plus grave que cela. C'est qu'en plus, il veut imposer aux pays, non seulement signataires, mais à tout pays, de continuer à commercer avec l'Iran, parce que si les pays continuent à commercer avec l'Iran et en utilisant le dollar, ils auront des sanctions, toujours au nom de l'extraterritorialité de la part des États-Unis. Et du coup, Total, Air France, Peugeot, toutes ces compagnies ont quitté le marché iranien de peur d'être sanctionnées, et l'affaire BNP a laissé des traces. Aucune entreprise ne souhaite payer 9 milliards de dollars. Je vous signale que 9 milliards de dollars, c'est le coût de l'ensemble des mesures sociales annoncées par Emmanuel Macron, qui ont été jugées faramineuses pour, en cadeau aux Gilets jaunes. Donc c'est quand même beaucoup d'argent qui a quitté nos poches pour aller aux États-Unis. Et au nom de quoi les États-Unis, qui refusent toute réglementation internationale au-dessus de leur tête, qui refusent à ces pays, qui se désengagent de la plupart des institutions internationales, qui refusent, qui dénoncent les traités internationaux de désarmement, ils refusent le droit international et ils veulent imposer leurs lois nationales aux autres pays par une sorte d'inversion perverse et inacceptable des situations. Donc, le défi américain, il est important parce que finalement, en 1981, la France et l'Allemagne et les pays européens voulaient construire un gazoduc qui amènerait du gaz d'Union soviétique. Reagan a dit il n'en est pas question. Il n'en est pas question parce que c'est l'empire du mal et si vous faites commerce avec eux, vous allez les renforcer. Kohl et Mitterrand ont tenu bon. Et le gazoduc a été créé.
Et donc on est dans une situation, et Reagan a cédé. Reagan a cédé parce que il avait besoin des Européens. On est dans la situation hallucinante et abracadantesque, pour reprendre une expression fameuse, d'une situation où nous n'avons plus besoin de la protection américaine. Et qu'en échange de cette protection devenue inutile, les Américains ont plus d'exigences que du temps de la guerre froide où cette protection était nécessaire. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans cette dépendance culturelle, parce qu'on est habitué et que finalement les gens ont peur un peu de passer à l'âge de l'adulte stratégique et se disent non, il faut qu'on reste dans le cocon. Eh bien finalement les pays européens sont un peu des tanguis stratégiques qui ne veulent pas être indépendants et assumer leurs propres responsabilités. Alors que nous avons les moyens. Le budget militaire russe, c'est 60 milliards de dollars. Le budget militaire des pays européens membres de l'OTAN, c'est 250 milliards de dollars. Donc quand les pays de l'OTAN parlent d'une menace russe, eh bien, ils se moquent de nous, tout simplement. Il y a un défi stratégique russe, mais qui a été largement créé, parce que si la Russie est crispée, c'est que nous l'avons crispée. George Kennan, qui était le concepteur de la politique d'endiguement au début de la guerre froide, a dit, comme Mitterrand l'avait dit, il ne faut pas élargir l'OTAN, parce qu'on va crisper la Russie. Mais l'OTAN avait intérêt de crisper la Russie, parce que sinon, des gens qui ont des salaires king size et qui s'entendent assez bien entre eux auraient été répartis dans différents états-majors. Ils n'en ont aucune envie. Donc l'OTAN a un intérêt structurel à ce que la Russie soit affirmative et agressive. Et bien sûr, le programme de système de défense antimissile, qui est la prunelle des yeux du complexe militaro-industriel américain, Barack Obama avait dit, c'est un programme qui n'est pas fondé, qui n'est pas prouvé technologiquement, qui est contre une menace qui n'est pas existante et qui, par ailleurs, n'a pas de financement garanti, il l'a quand même fait, parce que le complexe militaro-industriel l'a imposé. Et donc tout ceci, bien sûr, vient crisper la Russie, parce que la Russie n'avait pas envie de perdre le seul héritage qu'elle avait du temps bipolaire, la parité stratégique avec les États-Unis. Donc nous menons une politique un peu de gribouille, où nous nous jetons dans l'eau pour éviter d'être mouillés, ce qui conduit à la situation actuelle, mais on n'est pas obligé de continuer sur cette voie-là. Et on peut très bien réagir de façon différente, sauf qu'il faut se réveiller et sortir de notre somnambulisme stratégique. Nous sommes dans une situation de somnambulisme stratégique où nous continuons à marcher sans savoir où nous allons, guidés par des fantômes du passé et répétant les habitudes et travers de la guerre froide, alors qu'elle est terminée depuis des années et que nous avons d'autres priorités. Nous sommes, bien sûr, alliés stratégiques avec les Américains. Mais est-ce que c'est une bonne méthode que de ne rien dire, que d'accepter, finalement, d'être instrumentalisé, voire même violenté par notre protecteur ? Et est-ce qu'il ne faut pas lancer un signal ? Non, ceci n'est pas acceptable. Parce que, finalement, lorsque Donald Trump veut nous empêcher de commercer aujourd'hui avec l'Iran, peut-être demain avec Cuba, avec d'autres pays, et puis au final, sait-on jamais, la Russie, eh bien, il fait une atteinte à notre souveraineté qu'aucun président n'a fait dans le passé, mais qui correspond plus à une relation entre un patron et des vassaux qu'entre des alliés et des partenaires. Finalement, c'est ce que faisait l'URSS de Brejnev par rapport aux pays membres du pacte de Varsovie, et pas ce que font. On a toujours eu des malentendus transatlantiques. Il y a des discussions, mais on les réglait. Du temps de la guerre froide, il y avait un organisme qui s'appelait le COCOM, qui devait surveiller ce qu'on devait ou non exporter vers l'Union soviétique, afin d'éviter la prédiction de Lénine de vendre la corde avec laquelle les capitalistes seraient pendus. Mais il y avait des discussions entre Américains et Européens sur tel produit on peut, tel produit on ne peut pas. Et puis c'était pareil pour tout le monde. Là, il y a donc cette volonté de Trump d'instaurer un ordre unipolaire, alors qu'il veut par ailleurs se désengager du monde et lui ne pas respecter aucune des réglementations internationales. Donc nous sommes vraiment effectivement à un moment clé, parce que soit nous l'acceptons, nous rentrons dans le rond, et je ne suis pas sûr qu'en 2020 ça sera mieux. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un président américain qui se dise « Ah, on s'est trompé sur tout, vive le multilatéralisme ». Alors bien sûr, si Bernie Sanders, etc. venaient au pouvoir, la relation serait complètement changée. Mais on n'est pas certain qu'il soit élu. Et en tous les cas, il y a peu de chances qu'il soit élu s'il n'y a pas finalement... Si l'unilatérisme américain est récompensé et si Trump ne se dit pas ça commence finalement à coûter par rapport aux sanctions,
Par rapport aux lois extraterritoriales, quelles sont les solutions? Nous avons créé l'euro pour être une monnaie internationale. La place de l'euro dans la vie économique, y compris des pays européens, a diminué au cours des dernières années. Pourquoi devons-nous commercer en dollars, qui nous rend dépendants des États-Unis? Poutine a mis en avant la menace de la dédollarisation de l'économie internationale. Si nous envoyons le message aux Américains, continuez vos lois extraterritoriales, pendant ce temps-là, on prendra des monnaies alternatives pour régler notre commerce international et le dollar va chuter comme monnaie internationale, les Américains pourront peut-être réfléchir. Si nous-mêmes nous faisions un OFAC, un office anticorruption européen, et que l'on mette en cause les compagnies américaines comme eux mettent en cause les compagnies européennes, eh bien peut-être qu'ils y réfléchiraient à deux fois. Et c'est vrai que par rapport à cela, on a à la fois beaucoup de pessimisme et une lueur d'espoir. Le pessimisme, c'est que les pays européens sont divisés. Et certains sont dépendants, notamment ceux qui ont vécu sous le joug de l'Union soviétique. La Pologne, qui reçoit 15 milliards de dollars de fonds structurels de l'Union européenne, veut payer aux États-Unis 2 milliards pour construire une base américaine sur leur sol, qui s'appellerait Fort Trump. Donc c'est quelque chose quand même qui dépasse l'entendement. Mais on a cette division. Ce qu'il faut, c'est effectivement bouger l'Allemagne. La dernière réponse de la présidente de la CDU n'est pas tout à fait ne prête pas à l'optimisme, mais il y a les Allemands qui se rendent compte que leur souveraineté est en jeu et que Trump les agace finalement longtemps, énormément. Et puis, il y a des motifs d'espoir, c'est que, y compris le Royaume-Uni, a continué à vouloir appliquer l'accord nucléaire iranien. Y compris le Royaume-Uni a été d'accord pour créer ce qu'on appelle un instrument spécial qui permettrait de continuer à commercer avec l'Iran malgré l'oukase américain. Alors, les volumes concernés ne seront pas nombreux parce que les sociétés ne veulent pas abandonner le marché américain. Mais le signal politique a été envoyé par les Européens, y compris le Royaume-Uni, sur un programme jugé essentiel et sur lequel Bolton a dit que c'était quelque chose qui était contre les intérêts de sécurité américains de s'y opposer, et quelque chose de relativement novateur, et on peut espérer que cela continue, et que le débat dans les opinions publiques, que finalement Trump accélère cette prise de conscience des Européens, qu'avons-nous de commun? On parle toujours des valeurs occidentales communes, oui, valeurs occidentales qui dans le passé nous ont fait accepter l'apartheid et de nombreux coups d'État en Amérique latine, mais peu importe. Mais valeurs, droits de l'homme, Pinochet, etc., quand même. Bon. Mais aujourd'hui, bien sûr, nous partageons la vision démocratique du monde, mais il y a quelque chose qui sépare profondément Européens et États-Unis, c'est le multilatéralisme. Les États-Unis rejettent violemment le multilatéralisme, qui est la base même de la construction européenne, qui est dans l'ADN de l'Union européenne. Sur le sujet majeur pour l'avenir de l'humanité, je ne parle pas de changement climatique, mais la dégradation, le changement, il peut être positif, la dégradation climatique. Désolé, mais on a plus de points communs avec Moscou et Pékin qu'avec Washington, nous, pays européens, puisque pour Donald Trump et ses électeurs, le changement climatique n'existe pas et qu'il n'est pas nécessaire de lutter contre parce que c'est une sorte de complot chinois pour briser l'économie américaine. Donc on voit que sur bien des sujets, nous n'avons pas la même vision du monde. Sur la sécurité au Proche-Orient, et notamment sur l'Iran, non, un changement de régime par la force en Iran n'irait pas améliorer la sécurité dans la région. Et donc, non, une intervention militaire au Venezuela ne serait pas un service à rendre au peuple vénézuélien. Et on voit que sur toutes ces questions-là, nous sommes en contradiction et surtout, nous devons refuser la mise en cause de notre souveraineté économique parce que lorsqu'on est allié, on ne cherche pas à détruire l'économie d'un pays allié ou à s'emparer de son plus grand patrimoine. Donc, à nous de résister. Trump, par ses excès caricaturaux, finalement, tombe le masque. Et Obama, c'était kill him softly. C'était vraiment, finalement, il nous cajolait, il nous tuait un peu avec le sourire. Parce qu'une fois encore, tout ce que je viens de dire existait déjà du temps de Barack Obama. Par sa brutalité, Trump nous rend service, donc à nous de saisir cela, même si effectivement la route est longue et c'est en fait un combat pour les idées. C'est un combat pour le cœur et les esprits, parce que si nous pensons encore qu'il y a une menace russe, islamiste, terroriste, une étude récente est venue montrer qu'il y a eu 700 morts d'attentats terroristes en Europe depuis 2001 dans les pays de l'Union européenne. Et 1700 citoyens de l'Union européenne sont morts du terrorisme depuis 2001.
est-ce que l'on peut dire que c'est une menace existentielle? Est-ce que ça nécessite, c'est tellement fort que l'on doit obéir en tout lieu aux États-Unis pour la contrer? Et est-ce que les États-Unis ne sont pas partiellement responsables de cette menace par la guerre d'Irak ou par leur politique, effectivement, qu'ils ont menée et qui ont largement nourri cela, même si nous avons notre part avec l'intervention en Libye. Donc il est vraiment temps, effectivement, de remettre en cause la notion de mode occidental, qui est une notion liée à la guerre froide, mais qui n'a plus tout à fait la pertinence, ou qui n'a plus la pertinence qu'elle avait auparavant. Et pour cela, effectivement, il faut se réveiller les consciences, et se dire que regarder les réalités en face, et non pas se réfugier dans un temps passé qui n'a pas lieu, et donc sortir de ce somnambulisme. Je vous remercie. Donc voilà, merci Monsieur Boniface. Nous allons pouvoir passer aux questions. Donc il y a des micros qui doivent circuler. Voilà. Et allez-y. Combien de temps il va falloir attendre pour se libérer d'un pays, du joug d'un pays qui a renversé 80 gouvernements, qui s'est impliqué dans une vingtaine de guerres illégales au bout depuis au moins une trentaine d'années, et qui nous spolie financièrement parlant, et qui nous pique toutes nos industries. Je parle des États-Unis. Oui, on avait compris. le portrait robot était assez précis. Il faudra du temps, effectivement, parce que, y compris en France, vous avez des milieux atlantistes ou néoconservateurs qui sont encore puissants parce qu'ils ont été biberonnés à cet état d'esprit. Donc la France, c'est le pays dans lequel il y a, de par la politique de De Gaulle, de par la politique de Mitterrand, le plus de résistance. Macron s'est référé au cours de la campagne électorale au gaulo-mitterrandisme, mais par moments lui-même cède. Par exemple, sur le Venezuela, suivre la position de Washington et non pas la position de médiation mexicaine est un cadeau inutile fait aux Américains et pas un cadeau fait par ailleurs aux Vénézuéliens. Et donc effectivement, cette habitude qui a été prise est très longue et nous sommes dans une dépendance. Donc sortir de la dépendance dépend, il faut d'abord réaliser qu'on est dans une dépendance. Si vous ne pensez pas que vous êtes accro au tabac, vous continuez à fumer. Et ensuite, il faut avoir la volonté de sortir, s'en donner les moyens. Et donc, on peut dire que la France a réalisé sa dépendance et se donne les moyens, mais pas tout à fait encore. L'Allemagne a réalisé sa dépendance, mais ne se donne pas encore les moyens d'en sortir. Et les pays baltes et la Pologne n'ont même pas encore réalisé leur dépendance. Ils sont, eux, dans le confort de cette dépendance. Oui, bonsoir. Le premier geste, c'est pas de remettre en cause l'alliance, le traité de l'Atlantique Nord tout de suite. Est-ce que ce serait pas un signe clair en disant l'environnement stratégique a changé, nous devons changer ce traité? Oui, effectivement, je partage votre point de vue, sauf que c'est par rapport à l'état d'esprit des Européens impossible parce que nous sommes trop en avance sur eux. Et que sortir de l'Alliance, finalement, nous isolerait quand nous y sommes rentrés. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, François Hollande a demandé à Hubert Védrine un rapport sur la France et l'OTAN. Parce que François Hollande avait critiqué la réintégration, qu'il n'a pas remis en cause une fois qu'il a été élu. Et Hubert Védrine, qui est un peu le pape du gaulo-mitterrandisme, a rendu un rapport en disant « on ne va pas sortir de nouveau, mais au moins agissons à l'intérieur pour... faire valoir nos positions. Est-ce qu'on doit accepter que le Monténégro ou la Macédoine rentrent dans l'OTAN? Est-ce que c'est utile de le faire, etc. Et la France est rentrée dans l'OTAN, mais ne joue pas ce rôle de remise en cause. Disons que même moi, qui suis très réticent par rapport à l'Alliance Atlantique, je ne recommanderais pas de sortir parce que les questions stratégiques, c'est pas comme une pièce de Feydeau où les portes claquent, on rentre et on sort en permanence. On vient de rentrer, si on sortait, on passerait pour inconsistant. Mais au moins, utilisons les leviers qui sont à l'intérieur pour dire non à un certain nombre de choses que l'on ne fait pas. Bonjour. C'est ici. Donc, moi, je me pose la question de savoir si économiquement, ce serait viable pour l'Union européenne, justement, de se détacher de ce lien de subordination avec les États-Unis,
parce que ça pourrait les inciter à prendre des mesures protectionnistes peut-être et qui nous bloqueraient économiquement. Vous pouvez vous lever, parce que je ne vous vois pas, et répéter la question. Bonjour. Ok, merci. Donc moi, je me posais la question de savoir si justement le fait de se séparer des États-Unis, de se séparer de ce lien de subordination avec les États-Unis, ce serait viable économiquement pour l'Europe, parce que il pourrait mettre en place des mesures protectionnistes qui nous pénaliseraient fortement, et également si ce serait plus stratégique peut-être pour nous de se détacher des États-Unis et de se rapprocher d'une autre superpuissance qui est en train de monter actuellement, entre autres la Chine. On n'a pas à se séparer des États-Unis. On a juste à rééquilibrer nos relations. On a besoin des États-Unis et ils ont besoin de nous. On n'est pas dans une situation où on aurait besoin d'eux et eux pourraient se passer de nous. Parce qu'ils sont fortement dépendants de nous sur de nombreux secteurs, comme nous sommes dépendants. Nous avons besoin d'avoir un accès à leur marché, puisque l'Union européenne a un excédent commercial de 120 milliards de dollars à l'égard des États-Unis, donc c'est extrêmement important, mais eux aussi ont besoin de nous. Donc l'idée n'est pas de couper les ponts avec les États-Unis, c'est juste de dire respectez-nous et arrêtez de nous considérer que nous sommes à vos ordres et qu'on n'a même pas à discuter de vos politiques. Par rapport à la Chine, nous nous rapprochons de la Chine, nous avons un débat, la Chine essaye un peu de diviser les pays européens, là elle va essayer d'avoir des avantages en Italie par rapport au programme des routes de la soie, mais de toute façon, surtout, la vie stratégique, ce n'est pas le mariage catholique. On n'a pas à avoir un seul partenaire. On doit avoir des partenaires un peu partout. Et donc, ce n'est pas parce que nous sommes dans l'Alliance Atlantique que nous devons uniquement commercer avec les Américains. On doit aussi le faire avec tous, y compris la Chine. Et d'ailleurs, De Gaulle, en 1964, lorsqu'il reconnaît diplomatiquement la Chine, rompt l'oukase américain, qui est de dire on ne peut pas reconnaître ce pays, il ne faut pas y aller. Et De Gaulle avait dit mais la Chine existe, on ne peut pas ne pas la reconnaître. Aujourd'hui, évidemment, nous devons développer les relations avec la Chine. Sur certains sujets, nous sommes d'accord, sur d'autres, nous ne le sommes pas. Et disons que la France a un déficit commercial de 30 milliards. On achète pour 49 milliards de produits à la Chine, on en vend pour 19. Donc ce dont on a besoin, c'est de rééquilibrer cela. Mais on a besoin, Xi Jinping vient la semaine prochaine à Paris, on a besoin d'eux. Et sur certains sujets, notamment la dégradation climatique, nous avons des points de vue vraiment très communs. Vous m'entendez ? Oui. On parle d'autonomie stratégique de l'Union européenne. En ce moment, il y a des discussions qui sont reprochées par certains complotistes au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU de peut-être dire que le poste de la France pourrait être ouvert à quelque chose de plus global, avec les Allemands qui aimeraient bien que ce soit un poste qui représente plus l'avis de l'Union européenne plus que la France. Quel est votre avis à ce niveau-là ? Est-ce que vous pensez que ce serait un bon axe pour dire qu'on a une unité européenne au niveau de notre politique étrangère ? Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'avis de l'Union européenne. Donc pourquoi faire un siège commun pour prendre une position qui n'existe pas ? Le siège commun peut être l'aboutissement d'une politique commune. Ce n'est pas le préalable. Et regardez, pendant la guerre d'Irak, on aurait eu un siège commun, on aurait dit quoi ? Par rapport aux Espagnols, Italiens et Anglais qui soutenaient la guerre, les Français, les Allemands et les Belges qui s'y opposaient. Donc en fait, c'est tout à fait prématuré, c'est mettre la charrue avant les bœufs que de parler d'un siège commun, parce que tout simplement, c'est notre avantage de le faire. Que l'on puisse consulter plus les Allemands, et là, le mois de mars et d'avril, l'Allemagne est membre non permanent du Conseil de sécurité. En mars et en avril, la France et l'Allemagne président conjointement le Conseil au lieu de le faire successivement, c'est très bien. Mais on n'a pas à partager quelque chose, et en échange de quoi ? En échange de quoi ? Si l'Allemagne s'engage à suivre les positions françaises en termes stratégiques, ok, on partage. Mais le partager alors qu'on n'a aucune garantie de cela, et que sur bien des sujets, les positions, encore plus avec d'autres pays qu'avec l'Allemagne, qu'est-ce qu'on va partager avec la Pologne, le siège de membre permanent du Conseil de sécurité ? Qu'est-ce qu'on va partager avec les pays baltes, le siège de membre permanent du Conseil ? Autant le filer directement aux États-Unis et leur dire vous en avez deux. Donc non, on ne va pas faire ça. Au deuxième rang. Bonsoir. Est-ce qu'il y a des prémices dans certains pays européens, et si oui, lesquels, de cette prise de conscience du fait qu'on pourrait se détacher de cette dépendance aux États-Unis ? Elle est franchement et malheureusement faible et fragile parce que l'épouvantail russe est un argument
qui marche encore dans de nombreux pays et que les appareils sécuritaires ont intérêt à cela. Si vous n'avez plus de menace, il y a un tas de gens qui se retrouvent sans fonction. Donc ils n'ont pas du tout intérêt, et notamment ceux qui analysent la menace n'ont pas intérêt à dire qu'elle diminue, parce que là je vais un peu à l'encontre, moi, de ma profession. Parce que si vous dites qu'il y a une menace, ben, vous avez plein de crédits pour étudier les menaces. Si vous dites non, tout roule, on ne va pas vraiment vous abreuver de crédit. Donc effectivement, il y a un magnifique bouquin paru aux États-Unis de Stephen Walt, The Hell of Good Intentions, qui montre que tout le système des think tanks américains, ces think tanks ne sont pas des centres de pensée où on réfléchit, ce sont des lieux de plaidoyer. De plaidoyer et d'influence, et ils vont plutôt plaider l'intervention extérieure parce que ça fait des débats, parce que ça fait des financements, parce que ça fait des crédits, et donc ils ne vont pas scier la branche sur laquelle ils sont assis. Oui, Monsieur Boniface, félicitations pour cet exposé magistral sur l'enjeu stratégique de l'Union européenne. Comment vous voyez la mise en orchestre d'une armée européenne, puisque le Royaume-Uni est en train de se retirer sur la pointe des pieds, l'Allemagne n'a jamais eu de budget militaire vraiment. Comment vous voyez ça dans les années à venir? Alors, l'Allemagne augmente son budget militaire à un point tel qu'il pourrait être possible qu'il dépasse le budget militaire français d'ici quelques années, parce que la taille du PIB allemand est bien supérieure à celle du PIB français. Le Brexit n'aura pas de conséquences stratégiques parce que la coopération militaire franco-britannique ne passe pas par l'Union européenne. Et que les Britanniques ont déjà dit que quoi qu'il se passe, ce qui est de plus en plus incertain, mais quoi qu'il se passe avec le Brexit, cette coopération sécuritaire sera non seulement poursuivie, mais augmentée, parce qu'elle correspond à l'intérêt de sécurité des deux pays. Donc la collaboration franco-britannique, qui est relativement forte, continuera. Quant à l'Allemagne, elle monte en puissance. Alors, est-ce que ça donnerait une armée européenne? Je n'y crois pas. Ce sont des mots. On avait déjà refusé l'armée européenne en 1954. Imaginons qu'on ait une armée européenne et que bien, les djihadistes arrivent sur Bamako. On fait quoi? On fait un sommet européen pour décider si on envoie l'armée. Bamako a pu sauver des djihadistes parce que Hollande a décidé en quelques heures qu'on envoyait l'armée et qu'elle était là en moins de 24 heures pour empêcher la prise de Bamako. Donc une armée européenne, on peut avoir des structures de coopération, on peut avoir des corps communs, mais pour l'instant, l'armée européenne n'existe pas, et que s'il y avait une superstructure, elle devrait être faite à la base d'armées nationales qui restent quand même au stade actuel, et ça rejoint la question que posait monsieur tout à l'heure. Dans la mesure où on n'a pas une position commune et une conception commune de la sécurité, on ne peut pas avoir une armée commune, pas plus qu'on puisse avoir un siège permanent commun au Conseil de sécurité. Bonsoir, Serge Boyer, j'enseigne la géopolitique à Toulouse et je suis content de venir à Grenoble. J'ai une question très précise au sujet du bouclier antimissile mis en place par les Américains avec comme pays pivot Pologne, je crois Bulgarie ou Roumanie. Est-ce que ce n'est pas un outil qui amenuise totalement notre outil nucléaire par rapport à la dissuasion? On a beaucoup critiqué Hollande d'avoir accepté ça comme une sorte de couleuvre qui amenuise notre outil militaire et notre dissuasion. Ce n'est pas tellement le nôtre qui est visé que l'équilibre avec la Russie, et surtout c'est un programme qui crée de l'instabilité parce qu'il va conduire les Russes à muscler leur dispositif pour pouvoir outrepasser ce programme. Il a été présenté pour contrer les menaces iraniennes, puis coréennes, et en fait il est décidé contre la Russie. Et il correspond réellement aux vœux du complexe militaro-industriel américain. Madeleine Albright raconte dans ses mémoires qu'elle a failli obtenir un accord de dénucléarisation avec la Corée du Nord. Elle avait été à l'été 2000 faire un séjour à Pyongyang. Elle était revenue à l'époque avec un accord. Bill Clinton n'a pas pu s'en occuper parce qu'il était pris par Camp David. Mais quand elle est revenue aux États-Unis en disant on a peut-être un accord avec la Corée du Nord sur la dénucléarisation de la Corée du Nord, je ne sais pas si ça aurait abouti ou pas, mais c'était possible parce qu'il n'y avait pas encore eu l'axe du mal, il n'y avait pas encore eu la guerre d'Irak, etc. Ça a été une tempête de protestation des Américains, de l'établissement américain, qui dit non, ça serait une catastrophe parce que ça mettrait en cause le système de défense antimissile. Donc on marche vraiment sur la tête puisque la bonne nouvelle du désarmement viendrait porter atteinte à un programme militaire
fait pour contrer une menace. On préfère garder la menace pour avoir le programme d'armement plutôt que de faire disparaître la menace et de faire disparaître en même temps le programme d'armement. Pour ces raisons-là, d'ailleurs, Mitterrand avait, contre l'avis de tous en Europe, combattu le programme de guerre des étoiles, qui était finalement une sorte d'antécédent de ce système de défense antimissile. Bon bah, s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir en terminer là. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Boniface. Merci.